Histoire de Publi.net en 5 épisodes. On est au 4. À l'heure qu'il est, je ne sais pas encore quel sera le 5, puisque une fois que j'ai enregistré le 1, j'ai fait un petit montage de leur fête d'anniversaire. Donc en prologue, qu'est-ce que j'ai fait quand ils m'ont invité ? Quand Philippe Aigrin m'a dit « ce serait mieux que tu lises, pas parler », je lui ai dit « mais j'ai gardé dans mon bureau ». Vous ne le voyez pas, c'était juste en bas sur l'étagère. Les livres nous arrivaient dans des cartons Hachette. Maintenant, j'en vois toujours ces mêmes cartons dans les librairies. Quelquefois, ça m'évoque toujours une petite fibre, un petit souvenir. Dans un de ces cartons Hachette, j'avais gardé des échantillons de notre boulot, de tous ces livres fabriqués ensemble. Pour moi, Publi.net, c'est une aventure de livres, même si ça a commencé et que le j'aime, le noyau, l'ADN, c'est le numérique. Le moment où le print on demand a rejoint le numérique, on a trouvé l'assise, on a trouvé l'évidence. La question, c'est que pour penser le print on demand, on ne peut pas faire l'économie de penser le livre numérique. Dans ce carton, j'ai tout sorti, pas mal d'émotions. Il y en a que j'ai éliminées. D'autres, j'ai gardé une petite sélection. J'appelle le Cuisine d'Antoine Aimaz. J'avais les 2 petits ouvrages de Claude Ponty, Question d'importance, tellement fabuleux. J'avais les miens aussi, mais Lovecraft, mon travail sur Keith Richards. Et puis, j'avais Berit Ellingson, Une ville vide. J'en ai gardé un petit paquet de 3 ou 4. Et quand je suis parti à Paris pour l'anniversaire de Publinet, je ne savais même pas lequel j'allais lire. Et au dernier moment, dans le sac, j'ai dit « je prends Berit ». Comment ça s'est fait ? C'était sur Facebook. On était à l'époque... vous voyez, ça remonte. Facebook, c'était pas du tout la grande foire facile, multiple, comme il y a aujourd'hui, avec ces trends, ces choses qui multiplient. Moi, j'aime bien travailler sur cette idée de la question urbaine, l'utopie urbaine, et souvent ça passe par les ruines de villes. C'est comme, je crois que c'était des vidéos ou des photos de cette île au Japon qui a été une ville minière. Maintenant, l'île est entièrement inhabitée. Et petit à petit, en repérant ces banques d'images, il y avait souvent ce partage. Je vois ce nom arriver, Berit Ellingson. J'ai été voir sa page, finalement on s'est coché l'un l'autre, on a commencé à s'envoyer directement des trucs. Oh, this is for you, Berit. Et elle répondait un petit peu pareil, d'où l'idée d'aller voir un peu de plus près aussi ce qu'elle faisait. J'ai appris que Berit était d'origine coréenne, mais adoptée dans une famille norvégienne. Elle a toujours vécu pas loin du cercle arctique, donc sur la côte ouest de la Norvège, une ville portuaire. Elle est journaliste scientifique, ça, elle exerce ça pour gagner sa vie en norvégien, et sa spécialité, c'est précisément les questions polaires. Là, juste ces dernières semaines, elle revient d'un voyage en Antarctique. Mais comme beaucoup, c'est une question aussi très profonde, puisqu'elle concerne Hollande, Danemark, Suède et progressivement l'Allemagne. Et moi, je sais que ça concerne aussi souvent mes étudiants, des questions que je me pose moi, souvent personnellement, assez lourdement aussi. Elle écrit en anglais et elle a fait le choix de publier aux USA. Ça m'a ouvert à tout un autre réseau, le réseau de la fantasy, du fantastique. Tous ces jeunes auteurs qui sont nés à la littérature par Ballard, ou en tout cas l'univers de la fantasy, et se l'approprient avec l'exigence de la littérature, la conscience ou la radicalité de la littérature. Elle venait de publier Empty City, Ville vide, une ville vide, la ville vide. Je l'ai téléchargé sur mon Kindle. Et évidemment, ces choses-là, on en parle. C'était une époque où comment obtenir que ces auteurs qui, pour nous, comptent, soient publiés dans nos maisons. Évidemment, on se fait blackbouler. Ah, Berit Ellingson, oh, en plus, elle est même pas américaine. Et puis, j'ai acheté les droits. Berit a été sympa. Pas d'agent, elle avait gardé les droits internationaux pour elle. Elle ne me demandait pas. J'ai tenu à ce que, pour moi, le paiement de droits d'auteur soit au même niveau
que ce que Fayard ou autres demandaient pour moi. C'était pas évident dans ce contexte d'économie ultra minimale, mais poser ça m'obligeait, ou nous obligeait collectivement, l'équipe, à entrer dans ce genre d'exigence. Et puis c'est moi qui l'ai traduit. Moi j'avais quelques expériences Lovecraft, j'avais traduit des choses courtes. Je m'étais jamais lancé dans la traduction d'un roman contemporain de 200 pages. Là aussi, elle a fait confiance. Comment ça se présente ? 75, 76 sont des chapitres qu'on a essayé de traiter plastiquement. Ce numéro est important. Il y a un titre pour chacun des blocs paragraphes. Chaque histoire, quelquefois c'est une demi-page, quelquefois une page, d'autres fois 5-6. Ça peut aller plus loin. Qui sont autant de narrations complètes. Elles pourraient être interchangeables, même s'il y a un chemin. Il y a un narrateur, les gens qui l'entourent. Il habite en haut d'une tour dans ces franges modernes de la ville. Il travaille dans un espace dans un open space, visiblement dans le monde tertiaire. Il fait ses courses dans un mall avec tout un tas d'enseignes. Dans la tour où il habite, il y a un local de fitness. Il y a une piscine qui est tout en haut, juste sous le ciel. Et ce personnage, comme Malloritz Brigg, il y a 130 ans, dans le Paris de la bascule du 19e au 20e siècle, dans ce qu'on a tendance à traiter, nous, de déshumanisé, mais qui n'est pas du tout, à preuve que c'est nous qui l'avons construit et que c'est nous qui l'occupons. Va construire dans une phase de perte d'emploi, mais c'est très mineur, très lointain, une phase de désoccupation. Essayer de retrouver du sens à sa vie. Il va le faire par la ville, explorer les souterrains, explorer les démolitions, faire partie de ces équipes qui s'approprient des lieux a priori désaffectés. Ici, un hôpital psychiatrique. Et la visite de l'hôpital psychiatrique, la trouille qu'il va prendre seul dans cet endroit, ça va être des éléments moteurs du livre. Et là, je me retrouvais dans un beau défi. Comment la langue peut appréhender ce dépouillement de signes qu'est la ville moderne, puisque les signes sont réservés à l'écran de télévision, à ce qu'il y a de lisse dans la voiture, sauf la radio. 21. Explosion nucléaire. Il mangea après une longue et statique progression sur le mur d'escalade horizontale à l'étage supérieur. Une lumière blanche le baignait. L'appartement avait perdu ses couleurs et s'évanouissait dans la clarté grandissante. C'était comme s'il était à l'intérieur d'une explosion nucléaire, sans détonation ni sans douleur. Il se sentait entier et intègre. Il s'assit, surpris de la lumière. Elle n'avait duré que quelques secondes, puis son salon redevint lui-même. Les jours suivants revinrent d'autres épisodes de soudaine clarté. L'éblouissement ne durait pas longtemps, juste une seconde ou deux. Rien ne prévenait que ça allait se produire, et pas le temps d'être surpris. C'étaient ces explosions nucléaires personnelles que lui seul pouvait voir. 10. Le cimetière. Depuis 70 ans, on envoyait les morts dans le nouveau cimetière, à l'est de la ville. Le sol était plus sec là-bas, ce qui autorisait des tombes plus profondes, d'empiler les cercueils dans les caveaux et un réemploi plus rapide des sépultures. Il y avait dans le vieux cimetière, près des tours en nid d'abeilles, des tombes et des mausolées qui remontaient à près de 4 siècles. On avait parlé de le supprimer plusieurs fois, mais aucun décideur n'aurait voulu affronter une accusation d'outrage public en démolissant les tombes, et on avait laissé croupir le cimetière à sa propre et lente allure. Les chênes, les hêtres, les herbes hautes et les ronciers faisaient bien plus ressembler le cimetière à un parc qu'à une nécropole. Il n'était pas venu au cimetière depuis longtemps, mais il s'était senti attiré par lui. De sa dernière visite, il avait rapporté un trésor, un ange à taille humaine. La pose de l'ange agenouillé, ses mains tendues et son visage buriné de pluie l'avaient à la fois fasciné et embarrassé. Maintenant, il voulait revoir cette sculpture et la photographier. 11. La ville vide. La cité et le monde se révélaient ensemble comme vides, avec un silence qui s'étirait de l'éternité à l'éternité, où les événements n'avaient plus ni durée ni sens. Maintenant, c'était seulement sans fin. Il comprenait pourquoi il aimait tant le quai sans limite et les arbres qui s'agitaient.
C'est ici qu'il avait vu la ville pour la première fois vide. C'était le même monde que celui dans lequel il avait vécu depuis qu'il était né. Il avait toujours appartenu à ce monde, mais il ne pouvait pas le voir clairement, parce que son esprit n'était que rarement calme. C'était comme sortir de ses pensées et de ses émotions pour ressentir au visage la pure lumière du soleil et respirer la fraîcheur de l'air, sans plus de barrière entre lui et la ville. Il buvait, à même le silence. 12 possessions. Dans un de ses joggings de l'après-midi, il passa une maison incendiée près du cimetière. Ça avait dû être un bâtiment de logement bon marché, royaume à l'écart pour les sans-espoir et les déclassés. Quand le voisinage devint résidentiel, un promoteur acheta la maison pour la réhabiliter en immeuble d'appartements et les occupants en avaient été dispersés. Une nuit, on avait mis le feu à la maison. Le feu avait aussi détruit les matériaux de construction qui y avaient été entreposés. L'incendiaire n'avait jamais été pris. Le hall d'entrée et les pièces du rez-de-chaussée avaient été soufflées par la chaleur, étaient couverts de suie. Le feu avait fait éclater ou se déformer le bois et la brique, laissant des poutres calcinées, des cendres noires. 2 bobines de câbles, chacune plus haute qu'un homme, avaient aussi été métamorphosées par la chaleur. La moitié haute des bobines était noire, la base restait rouge, de la couleur originale du câble. La vue du fil de cuivre fondu de 2 couleurs, la maison éventrée et le ciel sans fin derrière elle, le propulsèrent dans un soudain sentiment d'extase. Il rejeta la tête en arrière, tomba sur le sol. Le ciel bleu veillait sur lui et le brûlait de son calme et de son espace bienheureux. Il était étendu sur l'asphalte avec des convulsions incontrôlables, mais chaudement, confortablement. Il ne ressentait pas de peur, rien qu'une grande joie, de la fascination. Il remua la tête plusieurs fois sans ressentir de douleur. Il n'y avait rien d'étrange à ce qu'il soit pleinement calme et conscient. Un couple de personnes âgées l'avait remarqué. Oh bah, j'arrête sur... Tu remontes à extase. 14. Le fantôme. La lumière parcimonieuse du parking souterrain de la tour Ruche était quelque chose qu'il appréciait beaucoup. C'était un éclairage jaune mais clair qui partait de lampes fluorescentes dans le plafond. Le bitume noir du sol et le béton gris des murs créaient un arrière-fond où la lumière paraissait à la fois belle et sévère. L'odeur de fumée froide et d'essence ajoutait à la nudité de l'atmosphère. La lumière jaune s'évanouissait dans les vides de l'espace, entre les voitures et le plafond, mais rejaillissait sur la surface des voitures. Il regardait ça des heures. Quand il passa près d'une fourgonnette presque noire, il entendit un gémissement à l'arrière. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ? Encore des cris, puis des soupirs. Il tourna la tête, écouta intensément. Quand le grattement commença, il comprit que c'était un fantôme. Il essaya de regarder à travers le métal. À quoi ressemblait un fantôme ? Il se l'était toujours demandé. Il poussa le loquet froid. L'abattant s'ouvrit. Le petit espace était vide, à part un tapis métallisé au fond de l'obscurité. Rien. Il referma l'abattant, criant et grattant. Le fantôme voulait qu'on le délivre. Il était libre d'aller partout, mais ne pouvait pas parce qu'il se croyait encore enfermé. On ne pouvait rien faire pour lui. Il regarda le véhicule. Le métal noir réfléchissait la lumière jaune, assombrissait le reflet en doré profond. C'était amusant. Berit Ellingsen, une ville vide. Ça a aussi compté pour moi, d'une part la traduction, d'autre part le fait d'échanger en permanence avec l'auteur, mais aussi pour concevoir, inventer l'économie plastique du livre. Ouais, c'est quelque chose avec quoi aujourd'hui j'ai pas encore fini. C'est toujours chez Publinet, on était épisode 4 pour 10e anniversaire. À demain.